Et on continue avec nos interviews, nos pépites, notre Retail Day en partenariat avec Bourse Direct. Et ça me fait plaisir de recevoir le président de Pressia Molène, une petite pépite de la Bourse de Paris qu'on apprécie particulièrement chez Euroland. Frédéric May, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être venu. Bon, c'est sympa, c'est une belle petite boîte. Les résultats, 2024 se présente pas trop mal par rapport à ce que tu nous avais indiqué, après un 2023 qui a été magnifique. Alors peut-être avant de rentrer, là je vais très vite, hein. Déjà tu peux nous expliquer ce que tu fais? Alors on a une boîte d'abord, une boîte ardéchoise, familiale. Ça c'est véritablement dans les gènes de l'entreprise, donc attachée régionalement et avec un esprit de famille. On fait du pesage industriel. Le pesage industriel, c'est tout le pesage. Vous allez retrouver chez les commerçants jusqu'à des très grosses bascules qui vont dans des ports. Et avec une double particularité dans notre business model, on a la moitié de notre activité sur de l'équipement, la moitié sur du service. Et quand on reviendra sur les résultats de cette année, c'est important. Et le deuxième point, c'est qu'on a une très grande diversification géographique, puisqu'on a 22 filiales réparties dans le monde. Donc ce qui aussi nous apporte une certaine stabilité. Quand tu dis, alors par exemple, les filiales, vous êtes installés où? On a installé des États-Unis en Nouvelle-Zélande, au Brésil jusqu'en Chine, avec quasiment dans toute l'Europe, et avec deux pôles de croissance importants ces dernières années, l'Inde et l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, et là en Inde, vous avez un potentiel qui est énorme et vous êtes déjà bien implanté? En fait, on est très bien implanté en Inde. Le pays est en train de se développer très rapidement, donc le potentiel est gigantesque. Avec une croissance pareille. Et on a une croissance qui est très intéressante en Inde. Parle-nous un peu de 2024, c'est quoi le contexte? Globalement, on est dans un contexte mondial qui est quand même assez compliqué pour pas mal de secteurs. Ça n'a pas l'air de trop vous toucher. Alors 2024, il y a plusieurs choses. Nous, on a une activité service qui est relativement stable, puisque de toute façon, les clients qui ont des instruments de mesure sont à tout le moins obligés de les maintenir, voire quand il s'agit de métrologie légale, de toute façon, il faut les faire inspecter tous les ans ou tous les 2 ans. Donc ça nous donne une base de business assez stable. Récurrente. Récurrente et stable. Ou récurrente et même en croissance, et c'est un de nos gros axes stratégiques, c'est de continuer à investir par des acquisitions sur l'activité service. Donc ça, 2024, ça a été bon, comme chaque année. Et chaque année, c'est bon. Okay. C'est un peu notre fonds de portefeuille. Ensuite, on vend des équipements, et alors là, je dirais que c'est très différent d'une zone géographique à l'autre. Donc c'est vrai que la France est un peu en retrait, donc on sent une situation économique qui est un peu en retrait. Quand on regarde l'Europe, on ne sait pas pourquoi, mais le Royaume-Uni est excessivement bon. Donc on voit une économie britannique qui se développe et donc des forts investissements. Qui pèsent plus. Qui pèsent plus, exactement. Alors est-ce que c'est aussi parce qu'ils investissent plus? Ils ont recréé... en fait, on est on bénéficie de la réindustrialisation. Donc est-ce qu'il y a un processus de réindustrialisation en Grande-Bretagne? Et peut-être de tous les contrôles qu'ils ont été obligés de réétablir, non? J'imagine. C'est possible. Pays-Bas, Belgique fonctionne bien. Afrique de l'Ouest, le Sénégal fonctionne très bien. Donc au global, je dirais que l'activité un peu moindre sur la France est largement compensée sur les autres géographies. Et aujourd'hui, quand tu regardes vers l'avenir, et bravo pour le travail remarquable qu'a fait le nouveau management depuis 2 ans à peu près, c'est ça? C'est ça, 2 ans et demi, oui. 2 ans à la fois en matière de diversification, en matière d'amélioration de la productivité, de la rentabilité, enfin formidable. Quand tu te projettes et que tu regardes tes facteurs de croissance, tu te dis aujourd'hui, finalement, on a semé ce qu'on voulait à peu près dans tous les pays et maintenant il faut qu'on pousse le bouchon un peu plus loin? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettraient d'accélérer la croissance? Alors, on est toujours sur une politique de croissance qui va se développer sur plusieurs axes. Le premier, c'est les services. Donc on pense que c'est aussi une des particularités du groupe par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a un service de proximité. Nous, on est le partenaire de proximité de nos clients. Et on va continuer à investir dans ce domaine-là. 2 zones géographiques, sans surprise, l'Inde et l'Afrique de l'Ouest, on continue à se développer. Et puis on est en train, je dirais, de plus travailler sur la gestion de projets pour être capable de fournir des projets plus complexes, des solutions clés en main à nos clients. Donc c'est véritablement les grands axes de croissance. Quand tu pénètres un pays comme l'Inde, par exemple, ça se passe comment en fait? Tu envoies des équipes là-bas? Vous avez une implantation régionale, locale? Familiale, donc en fait c'est comme toujours chez Pressia Molène, on s'est adjoint avec une famille indienne qui avait une activité de pesage qu'on a aidé à développer. Que vous connaissiez, qu'on connaissait, et donc en fait on s'appuie sur cette équipe indienne. On a le groupe, donc on a à peu près 1500 personnes, en tout et pour tout on a 2 expatriés. La politique du groupe, c'est de travailler avec des ressources locales, avec des gens locaux qui connaissent leur marché et qui savent gérer les entreprises localement. Je pensais quand tu m'as dit
comme d'habitude, familial. Je me suis dit, vous envoyez un cousin, un neveu, un frère dans chaque pays. Non, c'est associé avec une famille locale, donc en fait... Et vous faites ça quasiment dans tous les pays? Dans tous les pays, c'est la logique. Alors, on nous pose, là je vais te poser les questions qu'on nous a posées, c'est pour grossir votre entreprise, est-ce que vous pensez à des acquisitions? On pense régulièrement à des acquisitions, donc on en fait généralement entre 1 et 2 par an. Donc il y en a qui sont en cours, on pourra communiquer le moment venu. Bien sûr. Mais on est sur un rythme de 1 à 2 acquisitions par an. Et le deal flow est comment? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. C'est quoi l'ambiance générale? Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités? Est-ce que les prix sont ajustés quand même? Ou est-ce que ça reste... Alors depuis 2 ans et demi, d'abord il y a énormément d'opportunités. On nous contacte pour reprendre des entreprises, il y a un flow énorme. Très bon. Les prix ont légèrement baissé, les multiples ont légèrement baissé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la vente de leur entreprise. Alors on est dans une industrie où c'est encore une fois beaucoup des petites entreprises familiales, donc quand les gens arrivent à l'âge de la retraite et que les enfants ne veulent pas reprendre, ils cherchent des repreneurs. Ouais. Est-ce que ça a eu un impact, on nous pose la question, la baisse des taux sur ton activité? On l'a vu parce que, notamment on revient sur la France, le premier semestre on a senti de l'attentisme chez nos clients pour les décisions d'investissement et c'est vrai que quand les taux ont baissé, on a vu les investissements reprendre. Et les commandes arriver. D'accord. Et tu sais que, enfin tu sais ou tu sais pas, je suis un fanat de macroéconomie et comme tu es présent dans 22 pays, j'ai envie de profiter de ta présence pour que tu me donnes un peu un tableau. Est-ce que tu vois par exemple le ralentissement en Chine, tu le sens? Est-ce que tu sens que les États-Unis se ralentissent un peu? Est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui sur tous les pays dans lesquels finalement tu as un capteur sur lequel tu pourrais nous éclairer? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois Alors, plus ou moins. Par exemple, on sent un ralentissement en Côte d'Ivoire, ça c'est macroéconomique, mais en revanche, on sent un développement macroéconomique au Sénégal, par exemple. Comme je le disais, on voit aussi une dynamique de ce type entre le Royaume-Uni et la France. Après, ce qu'on va beaucoup sentir, qui est aussi alors, plus de la géopolitique que de la macroéconomie, on a une grosse activité de pesage de grains, et avec ce qui est en train de se passer, la guerre en Ukraine, la réorganisation des circuits de grains dans le monde, on sent qu'il y a des investissements qui sont en train de se déplacer. Donc par exemple, on va avoir des très gros investissements sur la mer Baltique, donc on a une filiale qui s'appelle Milviteka, basée en Lituanie, qui est en train de profiter de ces investissements sur la mer Baltique. Incroyable. Exactement, on va suivre, nous, l'investissement sur le grain, par exemple. Et là, juste pour revenir, la Chine et les États-Unis, tu vois des choses particulières? La Chine est en train de renouveler une partie de ses installations, donc le marché est très bon. Les États-Unis, je dirais que le marché est normal à peu près. Normal, tu ne vois pas de ralentissement pour l'instant. Alors, il y a une question très précise, mais je te la pose. L'importance grandissante du dernier kilomètre de livraison a-t-elle un impact sur l'activité de Precia? Oui, parce qu'on a développé une offre pour la logistique. Donc là, on ne pèse plus, mais on mesure des volumes. Donc on propose à des plateformes logistiques, puisqu'en fait, quand vous faites de la logistique, le poids est important, mais pour remplir un camion, il y a les volumes qui sont importants. Et donc on a une solution qui aide les plateformes logistiques à optimiser le chargement des camions en mesurant les volumes des différents colis qu'ils doivent livrer. Alors, on va finir par la bourse, merci déjà pour tous les éléments. C'est vrai que comme une entreprise familiale que vous êtes, vous avez toujours joué la carte de la transparence et de la communication. Comment tu vois les actionnaires individuels? Et est-ce que, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là ici, est-ce que c'est un axe en termes de communication que tu souhaites encore développer? Alors qu'on développe, puisque c'est la première fois qu'on participe à une activité avec les actionnaires individuels. Historiquement, on participe à un salon par an avec les actionnaires institutionnels, mais c'est vrai qu'on a, je pense, pas suffisamment été à l'écoute et dans l'échange avec les actionnaires individuels. Donc c'est la première d'une série qui va continuer. Donc on va continuer. Exactement. Très bien. Et juste pour terminer, est-ce que tu as la sensation que la bourse comprend bien ton activité et... Alors je ne vais pas te demander que tu es valorisé à la bonne valorisation, parce que généralement on n'est jamais trop content de sa valorisation, mais est-ce que tu penses que la bourse prend, sans jeu de mots, la mesure de la qualité de votre société? Alors on n'est jamais suffisamment valorisé, je pense. C'est ça. Après, les institutionnels qui sont actionnaires de Precia sont souvent actionnaires depuis très très longtemps, donc en fait ils connaissent très très bien notre activité. Donc on verra dans les échanges avec les individuels si c'est le cas, j'ai moins d'idées. D'accord. Donc aujourd'hui, tu te dis, bon, la bourse, on n'est jamais assez bien valorisé, mais la bourse a pris la mesure de notre potentiel ou pas encore totalement? Pas encore totalement, je pense. Ça sera le mot de la fin. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric. Je rappelle que tu es président de Precia Molène, et bien le début d'une conversation avec les actionnaires individuels qui va s'accélérer. On se retrouve tout de suite pour une autre interview.